Bonjour et bienvenue dans la suite et la fin de cette série sur la philosophie bouddhiste. C'est le point d'orgue de ce niveau 1. Il y aura un niveau 2 par rapport aux différentes écoles philosophiques. Mais on va essayer de euh, voir comment est-ce qu'on peut conclure par rapport à tout ce qui a été fait sur cette série. Donc on a vu beaucoup de choses. On a vu une distinction fondamentale entre les phénomènes permanents, les phénomènes impermanents. On a vu les phénomènes substantiels, phénomènes imputés. On a vu que les phénomènes permanents étaient nécessairement des phénomènes simplement imputés par une conscience conceptuelle pour les Sautrantika qui suivent le raisonnement, alors que les phénomènes impermanents ne le sont pas. Mais il y a une corrélation importante entre les choses produites, les phénomènes impermanents, et certains phénomènes permanents. Il y a des corrélations importantes. Ce sont deux niveaux de vérité pour les Sautrantika. On a vu aussi les généralités et les instances, quelque chose de très important. Et on a vu aussi les négations. Donc on va se servir de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant pour essayer d'expliquer un point supplémentaire, les exclusions. Donc ce n'est pas très différent par rapport aux négations, vous allez voir. Mais ça nous permet de comprendre en fait pourquoi la philosophie bouddhiste dans la tradition indo-tibétaine emploie le raisonnement, emploie l'analyse, la conscience conceptuelle. Parce que sinon, on pourrait tout simplement se dire que notre univers tourne autour de la perception directe uniquement, et on mettrait de côté totalement les consciences conceptuelles, le raisonnement, comme si notre cerveau jouait du pipeau continuellement quand nous sommes dans les conceptions. Mais en fait, bien sûr, il y a l'imaginaire. Il y a l'imaginaire, il y a des choses qu'on conceptualise qui n'ont pas grand-chose à voir avec la réalité. Mais toutes nos consciences conceptuelles ne sont pas nécessairement comme ça. Certaines consciences conceptuelles peuvent euh, toucher du doigt la réalité. On peut être en contact avec la réalité grâce à la conscience conceptuelle, d'où la possibilité d'avoir des types de méditation analytiques, des points de vue des traditions indiennes et tibétaines, surtout dans la tradition sanskrite du bouddhisme. On utilise beaucoup de raisonnement en fait pour essayer d'accéder à des niveaux de réalité qui échappent à nos sens. Donc si les concepts étaient non seulement erronés mais en plus complètement faux, à ce moment-là, ce serait contre-productif que de réfléchir, d'analyser, etc., pour acquérir un nouveau regard sur les choses, se familiariser avec ce nouveau regard pour un jour transcender la conception et arriver à une perception directe. Donc bien sûr, on serait tenté de dire, puisque le but final, c'est d'arriver à une perception directe, yogique en l'occurrence, pourquoi se préoccuper des concepts dès le départ? En fait, justement parce que les phénomènes qui sont extrêmement libérateurs n'apparaissent pas nécessairement à nos consciences sensorielles. Et donc, nous avons besoin du raisonnement, de l'analyse pour les certifier, les réaliser et ensuite accéder à des niveaux plus directs de perception. C'est pourquoi on va essayer de voir aujourd'hui ces points importants. Donc, on avait déjà vu précédemment Acharya Dharmakirti, il disait que puisque toutes choses demeurent naturellement dans leur propre entité, elles dépendent du fait d'être isolées des autres choses concordantes. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que si vous prenez une tasse, quelle qu'elle soit, vous la mettez à côté d'une autre tasse, même si elles se ressemblent beaucoup, elles ont été fabriquées au même endroit, elles ont les mêmes couleurs, etc., malgré tout, chacune a son entité propre. Chacune est nécessairement distincte de toutes les autres, même celles qui sont très similaires. Donc ça veut dire que n'importe quel phénomène est la négation implicite de tout ce qui n'est pas lui. Donc ça, c'était un point fondamental qu'on avait essayé de voir par rapport aux négations. Et on avait vu, par exemple, qu'il y a des façons de formuler ou de conceptualiser les négations. Si, par exemple, on dit l'absence de nourriture dans un estomac, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une négation non affirmative.
Pourquoi? Parce qu'on n'affirme rien en lieu et place de l'objet de négation. On ne dit pas ce qu'il y a dans cet estomac. On dit simplement ce qu'il n'y a pas. Et donc, de ce point de vue-là, une négation non affirmative est nécessairement permanente. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessairement permanente? Parce que c'est une simple absence. Il n'y a pas de phénomène substantiel qui puisse se transformer, changer d'instant en instant. Il n'y a pas de substance du point de vue bouddhiste dans ce sens-là. Une substance, quelque chose qui se transforme, qui n'est pas nécessairement matériel, mais il n'y a pas d'entité qui puisse s'altérer d'instant en instant, quand il s'agit d'une négation non affirmative, d'une simple absence. Et donc, elle est nécessairement permanente, elle est nécessairement statique. Donc, comme on l'a dit, permanent ne signifie pas nécessairement éternel, ça veut simplement dire un phénomène qui ne change pas d'instant en instant, quel que soit le temps pendant lequel il dure. Très bien. Maintenant, si on formule autrement, on dit un estomac vide. À ce moment-là, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une négation affirmative. Pourquoi? Parce que la négation, c'est vide. On dit qu'il n'y a rien dans cet estomac. Et l'affirmation, c'est l'estomac lui-même. Un estomac vide. On pourrait dire une montagne dénuée de forêt, par exemple. Une montagne dénuée de forêt. La forêt est niée, donc c'est une négation, et la montagne est affirmée. Donc, de ce point de vue-là, c'est aussi une négation affirmative. Et les négations affirmatives ne sont pas nécessairement permanentes. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec les exclusions. Très bien, donc si on reprend Purvuchok, Champa Gyatso, avec son Dura, son compendium de thèmes, on voit que négation affirmative qui est une exclusion et négation affirmative sont équivalentes. Donc c'est surtout ça qui va nous préoccuper là, ce sont les négations affirmatives. On va mettre de côté les négations non affirmatives et on va se concentrer sur les affirmatives. Donc ici, il dit que une négation affirmative qui est une exclusion et une négation affirmative sont équivalentes. Donc en fait, c'est normal puisque dans ce même texte, il dit qu'une négation et une exclusion sont équivalentes aussi. Donc là, simplement pour la terminologie, on dit anya poha en sanskrit pour dire ce qui exclut autre chose. Et donc on va dire maenga gishensel en tibétain. Donc ça revient sensiblement à la même chose. Ça veut dire que qu'on dise simplement exclusion ou exclusion d'autre chose, c'est similaire. Donc on peut simplement dire shensel en tibétain ou apoha en sanskrit pour parler d'exclusion. On exclut nécessairement quelque chose. Et une exclusion est nécessairement équivalente avec une négation, gakpa ou pratisheda. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a vu par rapport aux négations, négations affirmatives, non affirmatives, on a nécessairement parlé des exclusions, même si on ne les évoquait pas explicitement. Et là, on va s'y intéresser d'un peu plus près. Donc, Purvuchok dit qu'il y a deux divisions des exclusions qui sont des négations affirmatives. Donc là, il est obligé de spécifier. Il parle des exclusions qui sont des négations affirmatives. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des exclusions qui sont des négations non affirmatives. Mais celles-ci, on les met de côté. On garde uniquement les négations affirmatives. Très bien. Et donc, il dit qu'il y en a deux types. Il y a d'abord les exclusions objectives spécifiquement caractérisées. Ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça. Et les exclusions mentales. Donc, on va d'abord s'attaquer au deuxième, parce que ça va nous rappeler des choses par rapport à ce que nous avions vu quand on a parlé des généralités de sens. Donc, il dit quoi? Il donne la définition d'une exclusion mentale. La définition d'une exclusion mentale est une base commune. Il faut que ce soit un phénomène qui soit à la fois A et B. Donc ici, c'est à la fois un phénomène qui est à la fois une exclusion qui est une négation affirmative, donc on est d'accord, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Et aussi, ça doit être ce qui est aussi surimposé par la conception.
Donc ici, on peut dire ce qui est imputé par la conception. C'est très similaire. On trouve par exemple d'autres définitions, celle de Changyar Rebeldoje, par exemple dans Knowing, Naming and Negation de Anne Klein, on retrouve d'autres définitions qui sont sensiblement les mêmes. Donc ici, on parle d'une exclusion qui est une négation affirmative. Donc on élimine quelque chose et en lieu et place de l'objet de négation, on affirme quelque chose. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est surimposé par la conception. C'est un statut conceptuel, on va dire. C'est-à-dire que sans la conceptualisation, ce phénomène ne pourrait pas être appréhendé. Et donc, c'est très similaire à ce que nous avions vu par rapport à la généralité de sens. Donc ici, dans Knowledge and Liberation, Anne Klein, quand elle traduit pour Woodchuck, ici, elle dit imputé par la conception. Donc c'est similaire. Imputé, surimposé, c'est pareil. Ça veut dire qu'on attribue une caractéristique à un phénomène qui n'a pas cette caractéristique en propre. Cette caractéristique n'est pas possédée par ce phénomène lui-même. Donc c'est de l'ordre de la conceptualisation, en fait. Très bien. Donc, par rapport à cette conceptualisation, on avait vu justement dans la division terminologique des généralités, on avait vu qu'il y avait la généralité de sens, et ici, en l'occurrence, une généralité de sens de peau. Et donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire un facteur de surimposition qui apparaît comme étant l'opposé de ce qui n'est pas un pot à la conscience conceptuelle qu'il appréhende. Donc on avait dit que c'était l'objet apparent d'une conscience conceptuelle. Dans le miroir conceptuel, il y a le reflet du pot qui se manifeste. Le reflet du pot n'est pas le pot lui-même, mais donne l'apparence d'être ce pot. Et cette conceptualisation fonctionne en tant que double exclusion, une double négation. Ça veut dire que notre conceptualisation élimine tout ce qui n'est pas un pot. Et donc, qu'est-ce que ça affirme? Le pot. Donc, on va essayer de se pencher un peu plus là-dessus dans la deuxième partie de cet épisode. Et là, on va revenir sur les premières exclusions, les exclusions objectives, spécifiquement caractérisées. Donc, si vous avez suivi les vidéos sur les deux niveaux de vérité par rapport aux Sotrantika qui suivent le raisonnement, on avait vu qu'il y avait les phénomènes spécifiquement caractérisés et les phénomènes généralement caractérisés. Les phénomènes spécifiquement caractérisés sont des vérités ultimes, c'est-à-dire que pour les Sotrantika qui suivent le raisonnement tels qu'ils sont interprétés par l'école Gelugpa du bouddhisme tibétain, n'importe quel phénomène impermanent est une vérité ultime, est un phénomène spécifiquement caractérisé. Alors que les phénomènes permanents sont des phénomènes généralement caractérisés et sont des vérités conventionnelles, sont des vérités de second ordre en fait. Donc, ce qui nous occupe ici, ce sont les exclusions objectives spécifiquement caractérisées. Donc on a la définition, donnée par Paul Woodchuck toujours. La définition d'une exclusion objective spécifiquement caractérisée est ce qui est observé comme étant une base commune, comme tout à l'heure, il faut que ce soit un phénomène qui soit deux choses en même temps, une base commune entre d'abord une exclusion qui est une négation affirmative, comme tout à l'heure pour les exclusions mentales, c'est pareil, puisque c'est une sous-catégorie des exclusions qui sont des négations affirmatives. Et là, c'est la deuxième partie qui va être importante, et ce qui est ultimement capable d'opérer une fonction. Donc ça doit être une vérité ultime, ça doit être impermanent, ça doit être une chose produite. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est que si vous prenez cette tasse, si on pense à cette tasse, on a une généralité de sens de cette tasse. À ce moment-là, on a une exclusion mentale de cette tasse. Notre conscience conceptuelle élimine tout ce qui n'est pas cette tasse. Mais la généralité de sens, le concept, n'est pas cette tasse. Il donne l'impression d'être cette tasse. Maintenant, cette tasse elle-même, comme on l'a vu avec Acharya Dharmakirti tout à l'heure, est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Et donc, cette tasse est une exclusion objective spécifiquement caractérisée. C'est une négation affirmative, ça veut dire que c'est une non-tasse. Cette tasse est l'exclusion de tout ce qui n'est pas une tasse, de tout ce qui n'est pas cette tasse,
Et en plus, elle a la capacité d'opérer ultimement une fonction. Donc, elle est impermanente, c'est une chose. Donc, ce n'est pas uniquement conceptuel, c'est bien un phénomène concret, impermanent, qui change d'instant en instant. C'est ça qui est très intéressant. Donc, on va voir la suite. Donc, une illustration est comme par exemple l'opposé de ce qui n'est pas pot ou l'opposé de ce qui n'est pas tasse. L'opposé de ce qui n'est pas tasse est bien en effet tasse. Très bien. Donc, si vous avez suivi à côté dans la playlist sur la psychologie bouddhiste, on avait parlé des réalisations implicites et explicites, et chacune avait la possibilité d'être directe ou conceptuelle. Donc, quand par exemple on observe visuellement une mangue, on réalise explicitement une mangue. Donc ça, c'est très bien. Mais pour l'épistémologie bouddhiste, on réalise implicitement une non-mangue. Pourquoi? Parce que cette mangue est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas elle. Donc elle est nécessairement l'opposé de ce qui n'est pas une mangue, l'opposé de non-mangue ou une non-non-mangue. Et donc, puisque c'est dans son entité, ça fait partie de son entité, c'est sa réalité d'un certain point de vue, mais ce n'est pas explicite. Non-non-mangue n'apparaît pas à la conscience, ne manifeste pas un aspect à la conscience. Et donc c'est pourquoi ce n'est pas une réalisation explicite, mais une réalisation implicite. C'est réalisé sans que cela apparaisse à la conscience. Pour une réalisation conceptuelle, ça va être pareil. Quand on pense à mangue, on ne pense pas à non-non-mangue. On pense nécessairement à mangue. Malgré tout, ce qui est réalisé implicitement est aussi une non-non-mangue, puisque c'est dans sa nature. Et puis pour pot, ça fonctionne de la même façon, une réalisation implicite directe de pot, de non-non-pot, pardon, quand on a une réalisation explicite directe de pot. Donc on a, en tant qu'exclusion objective spécifiquement caractérisée, on a tous les phénomènes impermanents. Une non-non-mangue, un non-non-pot, une non-non-tasse, etc., etc. Et donc ce sont des choses produites. Donc comment ça se passe quand on apprend en fait à quelque chose? Comment est-ce que l'épistémologie bouddhiste, grâce à ces distinctions ici entre exclusion mentale et exclusion objective, spécifiquement caractérisée, ça va nous aider à comprendre comment est-ce que nous arrivons à inscrire certaines instances dans une même généralité. Ça veut dire que la première fois qu'on nous montre un pot, par exemple, on nous montre celui-ci, par exemple, et on nous désigne ça, c'est un pot. Très bien. Donc ça veut dire qu'on va avoir à la conscience conceptuelle, on va avoir d'abord une généralité de son, pot, et on va avoir une généralité de sens. On va comprendre ce que veut dire pot, puisqu'on va avoir un exemple devant nous. C'est rond, par exemple, ici, c'est creux, ça a la capacité de contenir un liquide, etc., etc. Et donc, on va associer la généralité de sens, la définition de pot, et la généralité de son définiendum, on va les avoir ensemble. Très bien, donc ça fonctionne pour la conscience conceptuelle. Et ce qui est génial, c'est que la conscience conceptuelle, elle fonctionne d'une manière négative. Ça veut dire que même si on a pot à l'esprit, le sens même de ce qui est compris conceptuellement, c'est l'opposé de non-pot, c'est non-non-pot. On passe de manière négative. Et ça, c'est l'exclusion mentale. Et l'exclusion objective, spécifiquement caractérisée, ça va être le non-non-pot qui est en face de nous. Et là, il y a une corrélation infaillible entre les deux, puisque même si le non-non-pot est un phénomène spécifiquement caractérisé, il est impermanent, alors que la généralité de sens qui comprend implicitement non-non-pot, cette généralité de sens est permanente. Donc on a un impermanent là et un permanent là. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que le sens contenu par les deux est le même. Ça veut dire que c'est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas pot. C'est l'opposé de non-pot ou c'est non-non-pot. Et donc que ce non-non-pot en face de nous ou ce non-non-pot de la conscience conceptuelle sont nécessairement identiques par rapport à leur sens.
c'est là où on peut voir que la conscience conceptuelle a un ancrage très important dans la réalité. Donc ça, c'est primordial, puisque c'est ensuite, comment ça se passe quand on voit un pot qui n'a rien à voir avec le premier qu'on nous a montré? On voit ceci, et si on a la conscience, à ce moment-là, on a non-non-pot, l'opposé de ce qui n'est pas un pot, on comprend que cet objet en face de nous est en effet l'opposé de ce qui n'est pas un pot. C'est un non-non-pot aussi. C'est une autre instance de la généralité opposée de ce qui n'est pas un pot. Et donc, on arrive à comprendre que cette autre instance qui ne nous a pas été présentée quand on a appris pot pour la première fois, malgré tout, on arrive à inclure cette deuxième instance dans la même généralité. On comprend que le premier pot qui nous était montré, ce pot ici, et un autre pot, bleu, etc., qui n'a rien à voir avec les deux premiers. Malgré tout, dans son entité, il y a quelque chose qui est similaire. C'est aussi un non-non-pot. Ce pot, cette instance de non-non-pot ou de pot, est imprégnée par la même généralité, pot ou non-non-pot. Donc on va voir par la suite pourquoi est-ce qu'on doit fonctionner à la négative, pourquoi est-ce que ce n'est pas simplement pot et que ça doit être non-non-pot. On va voir ça par la suite. Donc ça nous aide à comprendre en fait comment la conscience a la capacité d'être en accord avec la réalité, qu'il s'agisse d'une perception directe ou d'une conscience conceptuelle. Que les deux ne sont pas nécessairement mises dos à dos, elles peuvent se renforcer mutuellement. C'est-à-dire que la conscience conceptuelle a besoin de prendre appui sur les consciences sensorielles, sur les objets qui sont réalisés par les consciences sensorielles. Et la conscience conceptuelle, ensuite, peut généraliser, elle peut englober différents objets dans la même généralité. Et donc, ça veut dire qu'elle doit sceller, comme un sceau, en fait, elle doit sceller chacune de ces instances avec la même généralité. Mais il faut essayer de montrer que ce n'est pas totalement arbitraire, que ce n'est pas totalement à côté de la plaque, qu'il y a quelque chose dans la réalité objective qui corresponde bien à cette façon pour l'esprit de catégoriser différentes instances dans une même généralité et d'exclure ces instances vis-à-vis d'autres généralités. Par exemple, cette tasse, elle peut être incluse dans la même généralité que les pots qu'on a vus juste avant, dans le sens où elle peut être incluse dans la généralité objet, chose produite, ustensile. Et donc, de ce point de vue-là, on peut inclure cette tasse dans la généralité des pots aussi, puisque la généralité des pots, c'est aussi la généralité des ustensiles, etc., etc. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs généralités à la conscience. Certaines vont être beaucoup plus vastes, certaines vont être un peu plus restreintes, certaines vont s'entremêler, etc. Et donc, c'est comme ça que notre conscience conceptuelle fonctionne. C'est comme ça qu'on arrive à faire des catégorisations, à utiliser le raisonnement, la logique, comprendre des phénomènes contradictoires, similaires, équivalents, etc., etc. Donc, c'est intéressant. On va voir dans cette seconde partie de cet épisode un petit résumé par rapport à ce qu'on a fait là, grâce à Anne Klein, qui, dans Knowledge and Liberation, a une section sur les raisons d'appliquer l'appellation ou la désignation à une généralité. Donc, elle va expliquer pourquoi est-ce qu'on doit passer de façon négative, en fait, et pas affirmative. Donc, elle dit « Il est un fait observable qu'une fois un objet spécifique a été connecté avec son nom, la personne qui a appris le nom pourra, dans la plupart des cas, reconnaître d'autres objets du même type comme étant appropriés pour être désignés par le même nom. Comme on l'a vu, pot, tasse, ustensiles, etc., peuvent être appliqués à différents objets. Donc ces différents objets vont être des instances de la même généralité, pot, tasse, ustensiles. Ensuite, un enfant qui a appris qu'un chat gris spécifique est appelé un chat comprendra qu'un félin noir ou calicot est aussi appelé chat.
Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Au début, on nous montre un chat, on nous dit voilà, ça c'est un chat. Ça, on va avoir d'autres chats après. Ils sont sensiblement différents. Ils ont bien sûr des caractéristiques similaires. C'est pour ça qu'on dit que chacun des trois est un chat. Mais ils ont quand même beaucoup de différences. Donc parfois même les différences sont tellement marquées qu'on aurait du mal à inclure telle ou telle instance dans la même généralité. Ça peut arriver. Par exemple, quand on nous montre une voiture pour la première fois, ça peut être une 2 chevaux par exemple, puis après on voit une Ferrari ou une Lamborghini, etc. C'est pas, c'est assez différent malgré tout. Donc, comment est-ce qu'on arrive à appliquer la même généralité voiture? C'est justement parce qu'il doit y avoir des caractéristiques similaires. Très bien. Donc cette aptitude à généraliser est vue comme un signe montrant que lorsque le nom chat fut appris, il n'était pas compris comme s'appliquant seulement au chat gris présent à ce moment-là. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que si on nous montre au début un chat gris et qu'on nous dit ça s'appelle un chat, en fait, si nous comprenions que chat ne s'applique qu'à cette instance de chat, qu'à cette instance d'animal, à ce moment-là, on verrait d'autres animaux du même type et on ne pourrait pas les comprendre comme étant des chats. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on désigne cet animal comme étant un chat, en fait, on utilise cet animal-là comme l'illustration de ce qu'on veut démontrer. Mais en fait, le véritable objet d'expression, c'est la généralité elle-même. On nous désigne ce qu'est la généralité chat. Très bien, donc elle continue. Si cela avait été le cas, donc si on avait dit que si on comprenait que uniquement ce chat-là s'appelait chat et aucun autre, comme quand on donne le nom d'une personne, à ce moment-là, ça ne fonctionnerait pas. Si cela avait été le cas, l'apprenant ne pourrait pas identifier plus tard des chats de différentes couleurs ou de différentes tailles comme étant les référents appropriés du nom chat. Donc ça veut dire que si on dit ce chat-là, c'est un chat, c'est comme si on comprenait que c'est le prénom de cet animal-là. Et donc qu'un autre animal qui ressemble à ce chat-là, on ne pourrait pas l'appeler chat. Pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas le même prénom, par exemple. Mais en fait, non, ce n'est pas le prénom de cet animal, chat. C'est la désignation de sa catégorie, de sa généralité. Très bien. Donc c'est ça qui se passe, en fait. Quand on désigne un chat, en fait, il ne faudrait pas croire que c'est cette instance particulière uniquement qui s'appellerait chat. Parce que sinon, on en verrait un autre, un chat calico, ou souvent on les appelle des chats Isabelle. À ce moment-là, on ne pourrait pas savoir ce que c'est comme animal. Donc en fait, quand on désigne ce chat comme étant un chat, en fait, implicitement, on entend ce chat est une instance de la catégorie ou de la généralité chat. C'est ça qui est désigné en fait. Et donc à ce moment-là, on a à l'esprit la catégorie chat et notre conscience conceptuelle fonctionne de manière négative. On exclut tout ce qui n'est pas chat. Et donc on a à l'esprit la généralité non-chat. Et à ce moment-là, ça fonctionne. On comprend que ce chat est un non-chat, ce chat est un non-chat, etc. Donc ça, bien sûr, à la négative, c'est implicite. En fait, ce qu'on a à l'esprit, c'est chat, en fait. Mais malgré tout, le sens de ce qui est conceptualisé, c'est l'opposé de tout ce qui n'est pas cela. Ensuite, selon la vue bouddhiste, une telle généralisation est rendue possible par le fait que le nom fut initialement appliqué non pas au chat gris spécifique, mais à l'opposé de non-chat. Tous les chats de n'importe quelle couleur ou taille sont similairement opposés à non-chat et par conséquent peuvent être reconnus comme appropriés pour être désignés chats. Donc ça, normalement, on a bien compris que chacune des instances d'une généralité doit avoir la même entité que cette généralité, doit être cette généralité d'un certain point de vue. Si on dit qu'une tasse est une chose, cette tasse est une instance de chose, donc cette tasse doit être une chose. Si un chat est un chat, il doit être une instance de chat. Il doit avoir la même nature que sa généralité, la même entité que sa généralité. Très bien, donc là on va voir quelques mentions supplémentaires.
Ainsi, lorsque nous apprenons le nom, le terme chat est appliqué à une image mentale qui est une apparence à la pensée comme étant l'opposé de non-chat. Donc ça, on en a déjà parlé. Néanmoins, la base d'application du nom est un vrai chat externe. C'est-à-dire qu'on prend quand même une illustration, on prend un exemple et on désigne ça comme étant un chat, mais le véritable objet d'expression, c'est l'opposé de non-chat. Une image mentale ne peut pas effectuer les fonctions d'un chat. Elle ne serait pas appropriée en tant que base du non-chat. C'est-à-dire que si quelqu'un nous dit bah, l'image mentale que tu as de cet animal, c'est ça un chat, à ce moment-là, ça ne fonctionnerait pas, bien sûr. Cependant, la généralité de sens, qui est une apparence d'opposé de non-chat, est le véritable objet d'expression du terme chat, me qui Dieu dia en tibétain. Et le nom est connecté à cette image interne. Donc c'est ça qui est génial, c'est que même si on pointe du doigt un chat extérieur, un animal, etc., un phénomène spécifiquement caractérisé comme étant un chat, malgré tout, le véritable objet d'expression, c'est la généralité chat que nous avons à la conscience conceptuelle. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. On désigne chat, mais on comprend que ce n'est pas que ce chat-là qui est appelé chat, c'est sa généralité. Et donc on comprend non-non-chat. Même si notre conscience conceptuelle peut avoir comme objet apparent le souvenir de ce chat-là, malgré tout, le sens de cette image mentale sera l'opposé de non-chat. Très bien, donc ça veut dire que cette généralité que nous avons à l'esprit, qui est comprise par notre conscience conceptuelle, cette généralité est le véritable objet d'expression de la désignation chat. Apprendre à identifier un chat signifie aussi que l'on apprend ce que n'est pas un chat. Donc on va voir ici pourquoi est-ce que ça fonctionne à la négative en fait. Quand le nom chat est initialement connecté à l'objet, il y a une élimination de ce qui n'est pas un chat. Et le nom est appliqué dans un sens à ce qui reste. Donc en fait, c'est intéressant parce que si notre conscience conceptuelle fonctionnait à l'affirmative, à ce moment-là, pour savoir véritablement ce qu'est un chat, il faudrait connaître tous les chats du monde entier. Et il faudrait pouvoir inclure dans notre définition affirmative de chat tous les chats qui existent. Et donc, ça donnerait une définition assez longue. Il faudrait connaître tous les chats qui existent, tout simplement. C'est-à-dire que si c'était affirmatif, les chats, les chatons qui viennent juste de naître, etc., qui sont des nouveaux chats, en fait, qui n'auraient pas été inscrits dans notre liste de définition de ce que veut dire chat, à ce moment-là, on ne pourrait pas les comprendre comme étant des chats. Et donc, par contre, si on passe par la négative, on exclut tout ce qui n'est pas chat, donc on exclut tous les non-chats, à ce moment-là, on est sûr qu'il n'y a pas besoin de connaître tous les chats qui existent dans le monde, on exclut des caractéristiques qui n'appartiennent pas aux chats. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a ce qui reste, chat. Donc on a non-non-chat, c'est pareil. Non-non-chat ou chat sont équivalents en fait. Puisque non-non-chat, c'est l'opposé de ce qui n'est pas un chat. C'est l'exclusion de non-chat. Et donc c'est cette négation affirmative. La seule chose que nous affirmions, c'est donc chat. Donc si cette élimination n'est pas faite correctement, un emploi futur du terme sera erroné. Donc c'est ça qui est intéressant. Quelle est l'utilité de comprendre les définitions? Souvent, quand on apprend la philosophie dans les traditions tibétaines, on dit pas nécessairement philosophie, mais on dit tseigni, on dit définition. Et donc, en fait, la définition, pourquoi est-elle importante? Puisque c'est ce qui permet de circonscrire un phénomène. C'est ce qui permet d'éliminer tout ce qui n'est pas ce phénomène. Quand nous mentionnons les caractéristiques définissantes d'un phénomène, nous excluons du coup tout ce qui n'est pas cela. Et donc, il faut que ce soit suffisamment précis, parce que s'il y a des caractéristiques qui sont omises ou incluses, à ce moment-là, c'est là où il y a un flottement dans la définition, on ne sait plus vraiment de quoi on parle. Très bien, donc si par exemple, si un enfant à qui l'on dit ceci est un cheval, prend les caractéristiques d'un cheval comme étant la possession de 4 pattes, une crinière, une queue et un museau longiligne, si ce n'était que cela par exemple, l'enfant en question pourrait voir plus tard un zèbre et penser qu'il s'agit d'un cheval à rayures. Ça a pu nous arriver à beaucoup d'entre nous de penser qu'un zèbre est un cheval à rayures. Pourquoi pas, on pourrait. Mais en fait, il semble que ce soit quand même des races différentes.
Donc, cela pourrait venir du fait que rayures blanches et noires n'aura pas fait partie des caractéristiques éliminées au moment de l'apprentissage du non-cheval. C'est ça qui est intéressant. Ça veut dire que si on n'élimine pas toutes les caractéristiques dans la définition d'un phénomène en question, à ce moment-là, on pourrait confondre ce phénomène avec un autre. Et donc, dans ce cas-là, notre conscience conceptuelle ne serait pas totalement en accord avec la réalité. Enfin, afin que le processus de désignation mène à un usage correct de la convention apprise, donc du terme appris, du terme et de sa signification, elle doit initialement être appliquée à une image mentale qui représente correctement ce qui doit être éliminé comme n'étant pas la chose ainsi désignée. Et donc, c'est pourquoi, en fait, on a cette route négative dans la conscience conceptuelle. On peut avoir donc à l'esprit non-non-tasse, et n'importe quelle tasse étant une non-non-tasse, à ce moment-là, ça convient tout à fait de désigner ces tasses comme étant des tasses. Enfin, par conséquent, bien que la personne expliquant le nom indique un chat gris spécifique en faisant l'identification « ceci est un chat », le nom n'est pas appliqué ou connecté à ce chat gris spécifique, ni même à un composé de chat gris et d'opposé de non-chat. On pourrait le penser, mais après il peut y avoir des débats, bien sûr, peut-être que certains pourraient le penser. Mais dans ce cas ici, c'est simplement que il est plutôt connecté à l'image ou la généralité de sens, qui est une apparence conceptuelle en tant que l'opposé de non-chat. Donc quand on dit « ceci est un chat », en fait, qu'est-ce qu'on désigne véritablement? On désigne la généralité chat qui, en fait, a pour sens non-non-chat, l'opposé de ce qui n'est pas un chat. Et c'est comme ça qu'on peut reconnaître n'importe quel chat comme étant un non-non-chat et donc un chat. Voilà. J'espère que ça vous a aidé. Essayez de revoir les vidéos précédentes s'il y a des choses un peu floues. Mais normalement, c'était une progression au fil du temps par rapport à ces épisodes pour que nous puissions comprendre que la conscience conceptuelle, même si elle est nécessairement erronée, puisqu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent, n'est pas nécessairement fausse. Elle peut être en accord avec la réalité, elle peut même être valide. D'où l'importance de la réflexion, de la méditation analytique, etc. Donc on en reparlera dans le niveau 2 de la philosophie, et puis dans la psychologie bouddhiste, et puis dans certains types de méditation que nous ferons dans la playlist réservée à cela. Merci beaucoup et à très bientôt.